Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer cette série de cours du module G211 de cosmologie et jeux dynamiques internes. Nous sommes dans la deuxième vidéo du chapitre numéro 2 et on s'est arrêté au niveau du système solaire. Avant de parler du système solaire, nous allons découvrir l'hierarchie de l'univers, la forme des galaxies et les différentes unités utilisées pour calculer les distances dans l'univers. Et pour l'hierarchie de l'univers, les étoiles sont regroupées au sein de vastes ensembles appelés galaxies. Et une galaxie, c'est l'entité de base de l'univers et elle est constituée de milliards d'étoiles. Donc c'est un assemblage d'étoiles, du gaz et de la poussière. Et certaines galaxies contiennent un trou noir. Essayez de suivre avec moi en même temps dans ce schéma. Ces figures jaunes sont ou bien désignent des galaxies contenant des milliards d'étoiles. On parle d'amas de galaxies dans le cas d'un assemblage de galaxies qui dépasse 100 galaxies et qui peut contenir des milliards de galaxies. Et lorsque le nombre de galaxies est inférieur à 100 et que ces galaxies sont liées par la gravitation, on parle de groupe. Et un superamas est constitué de quelques à plusieurs milliers d'amas de galaxies. Et pour récapituler, donc nous avons une galaxie qui contient des milliards d'étoiles. Un amas est formé par un nombre de galaxies dépassant les centaines. Et un groupe est formé par un nombre inférieur à 100 galaxies. Et les galaxies faisant partie d'un groupe sont liées par la gravitation. Et un superamas est constitué de plusieurs amas. Notre galaxie, dite la Voie lactée, fait partie du groupe local et qui contient une quarantaine de galaxies. Voici quelques exemples de galaxies avec différentes couleurs. Nous avons déjà parlé de l'origine de cette variation de couleurs des galaxies dans la première vidéo de ce chapitre et nous allons passer pour voir quelles sont les différentes formes de ces galaxies. Il y a des formes elliptiques, c'est une forme qui est ovale comme un œuf. Et il y a les formes spirales qui possèdent des brassons roulants autour d'un bulbe central et ces galaxies sont les plus abondantes. Et il y a les formes lenticulaires en forme de lentille et il y a des formes irrégulières qui n'ont pas de forme particulière et ces galaxies sont les moins abondantes. Lorsque nous avons parlé de l'expansion de l'univers, j'ai dit qu'il faut imaginer qu'il y aura le rapprochement jusqu'à la collision entre certaines galaxies. Et voici un exemple de la collision entre deux galaxies spirales et qui donnera par la suite une forme qui est complexe. Pour les unités utilisées pour calculer les distances dans l'univers, nous avons l'unité astronomique et l'année-lumière. Et l'unité astronomique est utilisée à l'intérieur du système solaire et l'année-lumière est utilisée à l'extérieur du système solaire. Pour ressentir l'utilité d'utiliser d'autres unités, nous allons prendre par exemple la Lune qui se situe à 3000 km de la Terre. La Terre se situe à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Et Jupiter se situe à une distance de 780 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Et Neptune se situe à une distance de 4500 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Le compte devient de plus en plus complexe pour comparer ces distances et pour faciliter les comparaisons, nous devrons faire appel à ce qu'on appelle l'unité astronomique. Et par définition, cette unité astronomique est utilisée donc en astrophysique pour mesurer les distances dans le système solaire qui est égal au rayon moyen de l'orbite terrestre, soit 150 millions de kilomètres. Donc c'est cette distance qui est utilisée comme une unité astronomique.
Essayons maintenant de reprendre notre exemple avec les unités astronomiques. Jupiter est à une distance de 5 unités astronomiques par rapport au Soleil. Ça veut dire que Jupiter se situe à 5 fois plus loin du Soleil que la distance Terre-Soleil. Et Neptune se situe à 30 unités astronomiques. Maintenant, il devient facile de comparer ces distances. Si on sort du système solaire, ça devient très compliqué de travailler ces distances phénoménales avec le kilomètre ou bien l'unité astronomique. Prenons par exemple l'étoile de Proxima Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Cette étoile se situe à environ 4000 milliards de kilomètres. C'est pour cela qu'il fallait travailler avec une autre unité qui est l'année-lumière. L'année-lumière est définie comme étant la distance parcourue par un rayon lumineux en une année, soit une valeur de 9,46 10 à la puissance 15 mètres, d'une manière qui est schématique. Un rayon lumineux a besoin d'une année pour arriver à un point qui se situe à 9,46 10 à la puissance 12 km. Et c'est cette valeur qui est utilisée comme une année-lumière. Revenons à notre exemple. L'étoile la plus proche maintenant est située à 4,22 années-lumière. Et c'est facile de garder cette valeur en tête que la valeur de 40 000 milliards de kilomètres. Lorsque la Terre est à exactement une unité astronomique du Soleil, le temps que met la lumière pour arriver sur Terre est de 8 minutes et 19 secondes. Et vous avez cette relation si vous voulez faire des conversions entre l'année-lumière et l'unité astronomique. Une année-lumière est égale à 63 240 unités astronomiques. Voici quelques exemples de longueur. Une comète peut s'éloigner de plus d'une année-lumière du Soleil. La distance de notre Soleil à l'étoile la plus proche est de 4,22 années-lumière. La taille, c'est-à-dire le diamètre de notre galaxie, est de 100 000 années-lumière. Et la distance de notre Soleil à la galaxie la plus proche est de 2 millions d'années-lumière. Cette diapositive montre deux vues de notre galaxie. La vue A qui correspond à une vue de haut, comme si vous imaginez la galaxie sur une table et vous l'avez pris en photo. Et l'autre vue, c'est la vue du profil. Notre galaxie possède 6 bras et notre système solaire est indiqué ici par la position du Soleil et situé dans le bras d'Orion de la Voie lactée. La vue du haut montre des milliards d'étoiles constituantes de notre galaxie. Elle montre également un trou noir dans sa partie centrale et un disque galactique constitué par les 6 bras de la galaxie et qui tourne en dessinant une forme spirale de la galaxie autour d'un axe imaginaire qui passe à travers le trou noir. Et la position de notre système solaire est indiquée par la position du Soleil, par cette flèche rougeâtre. C'est la position de notre système solaire. Cette vue de profil montre le trou noir, un bulbe galactique et le disque galactique. Et toujours notre système solaire est indiqué par la position du Soleil par la flèche rougeâtre. Le diamètre de notre galaxie est de l'ordre de 100 000 années-lumière et la distance qui sépare notre système solaire et le trou noir est d'environ 3000 années-lumière. Après avoir situé le système solaire dans la Voie lactée, nous allons passer pour voir quels sont les objets du système solaire. L'Union astronomique internationale, lors de sa 26e Assemblée générale en 2006, a redéfini les objets célestes comme suit. Et pour faciliter la lecture de ce diagramme, nous allons regrouper les objets en 4 objets que nous allons définir par la suite. Premièrement, il y a les planètes. Deuxièmement, il y a les planètes naines qui sont formées par les planètes mineures, les objets transneptuniens et les plutoïdes.
Et troisièmement, il y a les satellites formés en partie par des objets transneptuniens. Et il y a les petits corps du système solaire formés par les planètes mineures, les objets transneptuniens et les comètes. Commençons par les planètes. Une planète, c'est un corps céleste qui orbite autour du Soleil et il a suffisamment de masse pour que sa propre gravité surmonte des forces rigides de corps de telle sorte qu'il assume une forme hydrostatique d'équilibre qui est presque ronde. Et suite à cette gravitation, donc, il a dégagé le voisinage autour de son orbite, c'est-à-dire le risque de rentrer en collision avec d'autres objets est très minime. Et il y a les planètes naines. Et une planète naine est un objet céleste de classe intermédiaire entre les planètes et les petits corps du système solaire. Et une planète naine a une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion de corps solides et le maintient en équilibre hydrostatique sous une forme qui est presque sphérique. Et du fait de sa faible masse et la gravitation, il n'a pas dégagé le voisinage autour de son orbite. Les planètes naines n'orbitent pas autour d'un astre, de ce fait, ils ne sont pas considérés comme des satellites. Il y a les petits corps du système solaire qui sont les autres objets en orbite autour du Soleil, à l'exception des satellites. Et un satellite est un objet céleste en orbite autour d'une planète ou bien autour d'un objet plus grand que lui-même. Et selon leur taille, des satellites peuvent ressembler à des planètes appelées également lunes par analogie avec la Lune qui est le satellite de la Terre. Et pour la répartition des masses à l'intérieur du système solaire, le Soleil représente 99,95%, les planètes représentent 0,13% et les comètes, les satellites, les astéroïdes et le milieu interplanétaire représentent 0,02%. Et le système solaire contient une étoile qui est le Soleil dans sa partie centrale. Et ce système comporte 8 planètes qui gravitent autour du Soleil dans un plan qui est appelé le plan de l'écliptique. Il s'agit de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et selon la classification de 2006, Pluton est considéré comme une planète naine qui orbite à l'extérieur du plan de l'écliptique. Voici la position du plan de l'écliptique sur lequel sont représentées les 8 planètes du système solaire dans l'ordre. Et si vous voulez garder cet ordre en tête, donc vous pouvez utiliser cette phrase qui est « Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette, M c'est Mercure, V c'est Vénus, T c'est Terre, M c'est Mars, G c'est Jupiter, S c'est Saturne, U c'est Uranus et N c'est Neptune ». Et dans ce système, il y a aussi deux ceintures formées d'astéroïdes et de corps glacés. Ce sont la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper. La ceinture d'astéroïdes est située entre les 4 premières planètes et les 4 autres, et la ceinture de Kuiper arrive après Neptune. Et si l'on regarde le nord du Soleil à partir du haut, l'orbite des planètes est dans le sens anti-horaire. Et concernant l'axe de rotation des planètes, il est presque perpendiculaire par rapport au plan de l'écliptique, à l'exception d'Uranus qui est très incliné. Et concernant la rotation autour de ces axes, il est dans le sens anti-horaire, à l'exception de Vénus qui est dans le sens qui est horaire. Et ces planètes sont regroupées en deux types de planètes, les planètes telluriques et les planètes joviennes. Et les planètes telluriques sont Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et elles sont des planètes les plus proches du Soleil, avec une petite taille, et elles sont formées de roches. De ce fait, elles sont dites des planètes rocheuses, et leur densité est entre 4 et 5 grammes par centimètre cube.
Et il y a les planètes joviennes, ou bien, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc ce sont des planètes les plus loin du Soleil et elles sont les plus grosses et elles sont formées essentiellement de gaz, l'hélium et de l'hydrogène. De ce fait, elles sont dites des planètes gazeuses et leur densité est faible, de l'ordre de 0,7 et 2 grammes par centimètre cube. Cette image regroupe les principaux satellites naturels du système solaire dont la taille est comparée à la taille de la Terre. Tous les satellites ont une petite taille par rapport à la taille de la Terre. Et cette image représente ou bien illustre la position des satellites de la planète Saturne. Et dans cette image ici, vous observez une ceinture autour de Saturne. C'est une ceinture d'astéroïdes dont la provenance est expliquée par l'éclatement de certains satellites suite à la gravité exercée par la planète sur le satellite et qui va subir une dilatation jusqu'à l'éclatement. Et pour les planètes naines du système solaire, nous avons par exemple Pluton qui orbite autour du Soleil à une distance qui varie entre 30 à 50 unités astronomiques. Cette planète naine appartient à la ceinture de Kuiper. Et Pluton s'identifie donc comme le prototype d'une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens dont la dénomination reste encore à définir. Et Pluton est en orbite qui est inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Comme vous pouvez l'observer dans cette figure, en jaune c'est le plan de l'orbite du Pluton et en rouge c'est le plan de l'écliptique. Et voici d'autres exemples des plus connus des planètes naines. Vous avez Cérès, Makemake et sa lune, et Eris et sa lune également. Et concernant les petits corps du système solaire, il y en a plusieurs, donc les astéroïdes et les comètes. Et les comètes sont des petits corps célestes constitués d'un noyau de glace et de poussière en orbite, sauf perturbation, autour d'une étoile. Et vous avez ici quelques exemples, par exemple la comète d'Hale-Bopp. Et les astéroïdes, ou bien un astéroïde est une planète mineure qui est composée de roches, de métaux, de glace et dont les dimensions varient de l'ordre d'un mètre, limite actuelle de détection, à plusieurs centaines de kilomètres. Et comme nous l'avons vu, donc, il y a donc, ces astéroïdes qui sont essentiellement dans la ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes rocheuses des planètes gazeuses et également les astéroïdes de la ceinture de Kuiper et les astéroïdes qui forment une ceinture autour d'une planète. Et voici quelques exemples d'astéroïdes, par exemple l'astéroïde Caspra et l'astéroïde Eda et son satellite de petite taille ici qui est zoomé à ce niveau, et l'astéroïde Eros. Et voici quelques tailles d'astéroïdes les plus connues comparées avec la taille de la Lune. Comme vous pouvez le constater, donc, tous les astéroïdes ont une petite taille par rapport à la taille de la Lune. Et dans les petits corps du système solaire, il y a aussi les météorites ou bien les météoroïdes. Une météorite est un objet solide d'origine extraterrestre qui a traversé l'atmosphère terrestre et qui a atteint la surface solide sans y être entièrement volatilisé lors de son impact. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu toute sa masse lors de l'impact avec la surface solide. Et voici quelques fragments de météorites de Terda qui est à proximité de la ville de Rachidia. C'est une chute observée en 2020. Et si vous voulez plus d'informations sur cette météorite, vous n'allez qu'à consulter la page de la Meteorological Society. Le lien est ici. L'origine des météorites est principalement la fragmentation partielle des astéroïdes qui rentrent en impact.
Et nous avons vu que la zone de résidence des astéroïdes est essentiellement la ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes rocheuses des planètes gazeuses, et également il y a d'autres zones de résidence qui sont les ceintures autour les planètes, par exemple la ceinture autour Mars et Jupiter. Et dans cette zone de transition, on parle d'un météore qui est la traînée lumineuse produite par la rentrée atmosphérique du météoroïde avec des vitesses de l'ordre de dizaines de kilomètres. Et dans les météores, on distingue les étoiles filantes de petites météoroïdes qui illuminent le ciel la nuit. Il y a aussi les bolides de grands météoroïdes très brillants et qui sont visibles même le jour. Et ces météores lumineux s'éteignent à une altitude le plus souvent de 20 km et prennent le nom de météorites si leur ablation n'est pas complète et qu'il atteint le sol par chute libre. Et on appelle également les météorites des objets arrivant sur une surface solide d'autres objets de l'univers, par exemple au niveau de la surface des planètes, des satellites naturels ou bien des astéroïdes. Et concernant le milieu interplanétaire de notre système solaire, c'est la matière diffuse qui constitue l'espace du système à travers laquelle se déplacent les objets et les véhicules spatiaux et qui inclut au moins deux constituants, à savoir la poussière interplanétaire ou bien les poussières interplanétaires qui sont des particules solides microscopiques, et il y a aussi les gaz interplanétaires que l'on appelle aussi plasma, qui est un courant chaud de gaz avec de particules chargées, pour la plupart de protons et d'électrons. Ce courant provient du Soleil et il est appelé aussi le vent solaire. Nous allons terminer ce chapitre avec quelques comparaisons en photo entre la Terre et Mars. Vous avez ici les dunes, par exemple, au niveau de la Terre, et ici vous avez les dunes sur Mars. Et vous avez également des traces de l'érosion hydrique ou bien l'érosion de l'eau sur Terre, et vous avez ici des traces de l'érosion de l'eau sur Mars avec quelques cratères qui peuvent correspondre à des cratères d'impact de météorites. Et vous avez ici donc un exemple de roche sur Mars. La deuxième vidéo du chapitre numéro 2 arrive à son terme, et à très bientôt dans le troisième chapitre.